Parfait, bonjour à toutes et à tous. Nouveau webinaire proposé par l'ISQ, toujours avec bien sûr l'audit de surveillance en point essentiel et en seconde partie. On aura aussi un point actualité. Alors, nous avons toujours Benjamin. Alors, vous aviez vu, c'est un petit peu comme les livres, Martine à la plage, etc. Donc, on a eu Benjamin au sport d'hiver. Et donc là, on a normalement Benjamin sur le bassin méditerranéen, mais qui nous rejoint aujourd'hui, qui devrait faire le chat normalement, si tout fonctionne bien. Alors, la table des matières, qui avons-nous aujourd'hui? Alors, Raphaël, rappelle-nous ce que tu fais, qui es-tu? Alors, la même chose que la dernière fois, pas eu de promotion. Alors, incroyable. Ça va, c'est pas vu. Non, blague mise à part, donc Raphaël de Saméros, chargé de mission système de management de la qualité à l'ISQ. Donc, mes principales missions sont de s'assurer du bon fonctionnement de notre système de certification et d'attribution des certificats Calliope, car nous sommes accrédités COFAC pour délivrer ces certificats. Ce qui nous impose par conséquent de respecter certaines règles, un peu comme vous. Nous avons des audits et des choses à mettre en place. Et donc, voilà, c'est l'essentiel de mon travail. Et toi, Marc? Ah bien, Marc Berger, lui aussi, donc ça n'a pas changé, toujours en charge des opérations et du développement et aussi auditeur à ses heures perdues et toujours un long parcours dans la formation, mais ça, on ne revient pas dessus, je crois qu'à peu près pour ceux qui nous suivent régulièrement et on les remercie. On peut aussi les féliciter de cette fidélité. Vous me connaissez maintenant. Alors, Marc, quelles sont les prochaines étapes des régionales? Alors, c'est vrai qu'on a terminé, la dernière fois, je partais à Lyon juste dans la foulée du webinaire. Donc, nous avons bien fait Bordeaux, Rennes, Lyon et Marseille. Et l'occasion de dire un grand merci à ceux qui m'ont rejoint sur ces 4 villes. Rennes, Lyon et Marseille, les supports devraient partir d'ici la fin de la semaine. Et alors, second semestre, donc ça se confirme à Lille, Nantes et Tours, Toulouse, Strasbourg, Metz, Nancy, Paris, normalement, communication donc du planning définitif courant d'été, je pense, avec toujours actualité, audit de surveillance, questions-réponses et surtout un moment sympathique et convivial autour d'un verre et un peu de networking en fin de présentation. Alors, le mois précédent, nous vous avons demandé quelles seront les thématiques qui vous intéresseraient pour les webinaires à venir. Eh bien, on vous a écouté, n'est-ce pas, Marc? Oui, alors ça y est, on lance. Donc, on a défini un nouveau planning de webinaire. Donc, le prochain aura lieu le mercredi 6 juillet, je crois, de mémoire. Oui, c'est d'ailleurs noté, donc je n'ai qu'à lire. Le 6 juillet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, première thématique, on va regarder le règlement général sur la protection des données, donc le fameux RGPD. Et nous avons donc invité Maître Alexandre Retamal, qui est avocat depuis 20 ans en droit des affaires, spécialisé en droit de la formation et aussi correspondant informatique et liberté externe au profit de diverses entreprises. Donc là, le webinaire aura 2 parties. Première partie, première demi-heure RGPD et seconde partie, une petite synthèse peut-être plus courte que d'habitude sur l'audit de surveillance. Vous recevrez pour tous les participants à l'issue de ce webinaire un mail de remerciement. Et dans ce mail de remerciement, vous aurez accès à un espace pour pouvoir poser les questions que vous souhaiteriez nous voir traiter en lien avec le RGPD. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions pour qu'on puisse les transmettre à Alexandre et qu'on puisse répondre au plus près de vos attentes sur ce webinaire. Et à partir de septembre, d'autres thématiques seront programmées et très prochainement communiquées. Alors, première partie, tiens, un peu d'actualité. Un peu d'actu, oui. Ouais. Alors, Marc, niveau transfert de certification, nous savons que certains prestataires se questionnent là-dessus. Que dit les sources réglementaires? Alors, en fait, le transfert de certification, on verra juste après pour quelles raisons on a mis ça à l'ordre du jour aujourd'hui. Le premier point, en tous les cas, source réglementaire, la première des sources, c'est l'arrêté du 6 juin 2019, bien évidemment, et surtout son article 7 qui précise qu'un transfert d'une certification Calliope est la reprise d'une certification existante et valide. Donc, en gros, il faut que l'on soit certifié et que le certificat soit toujours en cours vers un autre organisme certificateur qui, lui, doit être accrédité et ou en cours d'accréditation auprès du COFRAC.
Il y a eu, ceci étant, dans le question-réponse, et surtout on retrouve ça dans le question-réponse, mais l'arrêté du 24 juillet 2020 qui nous précise quand même qu'en cas de retrait d'accréditation de cessation d'activité de l'organisme certificateur, typiquement, si l'un des 34 ou 33, on verra aujourd'hui, certificateurs devait se voir retirer son accréditation ou arrêter de fonctionner, eh bien, les certificats délivrés par cet organisme restent valides pendant toute la durée du transfert de certification, c'est ce que nous allons traiter tout à l'heure, et ce, pendant une période de 6 mois. Donc, pas d'inquiétude non plus. Si votre organisme certificateur a des difficultés, sachez que vous avez quand même 6 mois pour en retrouver un. Alors, pourquoi on pourrait demander un transfert de certification? En fait, on a divisé ça un petit peu en deux, hein, très simplement. Soit ça va être une demande de transfert qu'on appellera imposée, justement parce que le certificateur actuel a perdu son accréditation auprès du COFRAC, soit parce qu'il a cessé son activité. Donc là, en fait, il n'y a pas le choix pour le prestataire. Il est bien obligé de retrouver un organisme certificateur, car au-delà de ces 6 mois, eh bien, il n'apparaîtra plus sur la liste des organismes dits certifiés, donc la fameuse liste publique des OF. Et après, on peut avoir un deuxième type de demande de transfert, une demande volontaire, parce que vous n'êtes pas satisfait de la relation commerciale avec votre certificateur, pour des questions tarifaires, pour d'autres raisons, peu importe. Donc, voici les deux grands cas de figure, en tous les cas, de demande de transfert de certification. Alors, donc, pourquoi en parler maintenant et que doit-on faire? Alors, pourquoi en parler maintenant? Je crois que ça a fait quand même les gorges chaudes sur LinkedIn cette dernière semaine, en tous les cas les 10 derniers jours. Il est vrai qu'avec la mise à jour de la liste des certificateurs, eh bien, nous sommes passés de 34 à 33. Il y a un certificateur qui a disparu de cette liste, c'est Certif21, qui d'ailleurs était, de mémoire, le dernier entré en mois d'octobre-novembre sur cette liste. Alors, eh bien, forcément, le certificateur disparaissant de la liste du COFRAC et cette liste est reprise sur le site du ministère, eh bien, ça veut dire que les organismes de formation certifiés par cet organisme ont en fait maintenant 6 mois pour transférer leur certification vers un autre organisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, très simplement, si vous souhaitez changer, parce que vous étiez certifié par Certif21 ou parce que vous souhaitez quitter votre certificateur actuel, eh bien, vous devez adresser une demande à l'organisme certificateur que vous avez identifié avec qui vous souhaitez demain travailler, bien évidemment, et l'organisme certificateur. Donc, si vous deviez nous faire une demande de transfert auprès de l'ISQ, on va d'abord s'assurer que, bien évidemment, votre certificat est en cours de validité, bien évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien organisme certificateur, auprès de qui on va se rapprocher, aura lui un délai de 15 jours, ça c'est l'article 7 du fameux arrêté du 6 juin, pour nous transmettre une copie du certificat, un dossier qui détaille les non-conformités détectées et le plan d'action associé pour y remédier. Bien évidemment, le législateur a prévu que le certificateur ancien refuse ou puisse refuser de transmettre les pièces. À ce moment-là, on fera un signalement. Ce qui n'est pas prévu dans les textes, et ça, ça va être un petit peu à l'épreuve de la situation aujourd'hui, c'est si un organisme devait cesser son activité, ne pouvait pas transmettre les éléments demandés, que fait-on? Eh bien évidemment, nous allons être très attentifs à ce cas de figure et voir si quand même, pour en tous les cas notre ex-confrère, nous arriverons à récupérer des informations. Et alors, que peut décider le nouvel organisme certificateur, l'ISQ, du coup? Alors, si vous deviez nous faire une demande de transfert de certification, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le nouveau certificateur a tout à fait la possibilité de refuser, et s'il le fait, on devra le motiver par écrit. Sinon, nous avons en fait 30 jours, une fois qu'on a reçu l'entièreté des éléments qui nous permettent d'attester que votre certificat est bien valide et qu'on a bien tous les éléments, le certificat, le rapport, les plans d'action, etc. On va quand même aussi vous redemander forcément les mêmes éléments qu'on a pu vous demander lors de l'audit initial,
certainement un BPF, certainement votre récépissé de NDA, par exemple. Et là, on a 30 jours pour décider quoi? De prendre le dossier en confirmant la certification et d'éditer à ce moment-là un nouveau certificat aux couleurs de l'ISQ, bien évidemment, et vous apparaîtrez sur la liste des organismes certifiés. On peut aussi décider d'organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée, donc ce serait une sorte d'audit complémentaire, même si audit complémentaire a une signification très particulière dans les textes. On va dire donc une évaluation adaptée, et on peut aussi, comme je l'ai précisé, donc refuser la reprise de certification. Donc voici les 3 alternatives. Très bien, Marc. Et du coup, comment faire pour transférer notre certification chez l'ISQ? Si vous souhaitez venir à l'ISQ, déjà, si vous n'êtes pas certifié par nous, on se fera un plaisir de vous accueillir. Le transfert est bien évidemment gratuit. Et on sera certainement amené à vous solliciter sur des éléments complémentaires que ce qui est défini dans la loi. Il faut simplement nous adresser un mail. Donc, on a l'adresse depuis le site internet. Prenez contact avec nous. Nous avons déjà eu les premières demandes de transfert suite à la disparition de Certif 21. Et pour cette liste de la DGFP, bon nombre de prestataires se demandent quelles sont les responsabilités de chacun. Et quant à l'ISQ, quelles sont les informations transmises à la DGFP? Alors, avant de répondre à cette question qui reprend un petit peu le fil habituel de notre webinaire, en fait, on a une question et on n'a pas de réponse. On n'a pas réponse à tout. C'est simplement, je me pose la question aujourd'hui, dans quelle mesure les certifiés du certificateur qui appellent son accréditation sont toujours présents sur la liste des OF certifiés. Nous ne pouvons pas le vérifier parce qu'on ne connaît pas, bien évidemment, l'ensemble des certifiés. Donc ça reste un point de vigilance. Et en tous les cas, pour ceux qui étaient auprès de notre ancien confrère hier, je pense que le premier réflexe, c'est d'aller voir sur cette liste s'ils apparaissent bien toujours pour être au moins certain que, quand bien même le certificateur fasse défaut ici, ils sont toujours sur la liste, bien évidemment, et qu'ils le resteront jusqu'à la fin de leur process de transfert. Maintenant, qu'est-ce que l'on transmet à la DGEFP? Eh bien, toujours les mêmes choses, ça n'a pas changé, c'est toujours un cahier des charges accessible que vous pouvez consulter sur le site du gouvernement. On ne transfère que, et on insiste, que le numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA, que le numéro SIRET et non pas les SIRET ou le SIRET, les catégories d'actions pour lesquelles vous êtes certifié et également la date de décision de certification et la fin de validité de votre certificat, ces éléments apparaissant sur votre certificat numérique et ou prime que vous avez reçu de l'ISQ. Et quand est-ce que ces informations sont transmises à la DGFP? Tous les jours à 16 heures, on remonte cette information, c'est automatisé chez nous, y compris le samedi et le dimanche. Les machines, comme disait un certain humoriste Coluche, n'ont pas besoin de travailler, même pas besoin d'argent, paraît-il, dans sa blague. Eh bien, tous les jours, 16 heures, on remonte les informations de l'ensemble de nos certifiés auprès de la DGFP. Et donc, tu nous confirmes bien que le nom qui apparaîtra sur cette liste n'est pas de l'ISQ? Non, en fait, voilà, c'est un petit peu une frustration, et nous le savons, d'un certain nombre de prestataires en nous disant « Ah, mais il n'y a pas tous les SIRET de mes sites, il n'y a pas la bonne dénomination sur cette liste-là. » Je répète, il faut tout répéter 4 fois, ce qui est important, on ne transmet que le NDA et le SIREN. La dénomination, qui est généralement celle qui est sur le BPF, est incrémentée par le ministère. Les SIRET est ou sont incrémentés par le ministère, en sachant que c'est généralement le SIRET du siège qui porte le NDA. Et s'il y a 10 sites de formation qui sont certifiés pour un multisite, il n'y aura que l'adresse du siège qui va apparaître. Donc, ne cherchez pas d'avoir 10 lignes sur cette liste vous concernant, bien évidemment. Même si on sait que sur les certificats que vous avez reçus, l'ensemble des sites, puisqu'on ne peut pas en exclure, apparaissent bien évidemment. Pour ce qui est des adresses, pareil, ce n'est pas l'ISQ qui met ces infos, c'est bien le ministère en lien avec la DRETS. Et que se passe-t-il s'il y a eu un problème lors de la remontée des informations? Mais en fait, nous sommes informés en gros une demi-heure après, dès lors que la remontée a eu lieu à 16h et 16h30, nous pouvons consulter, nous consultons tous les jours les remontées, le résultat des remontées. Et s'il y a eu une difficulté, que se passe-t-il? Concrètement, on va prendre contact le soir même et ou le lendemain matin ou plus tard par téléphone avec le prestataire pour lui préciser
que la remontée de son organisme a été bloquée et pour quelles raisons. De ça, on a accès au motif de rejet. Et derrière ça, si d'aventure on n'arrivait pas à se parler, il y a bien évidemment une confirmation par mail, avec le coffret qu'il faut tout tracer. Donc un mail est quand même un des meilleurs éléments de preuve. Mais ça, vous le savez aussi avec les audits que vous avez. Et derrière ça, on laisse 2 mois en fait au prestataire pour régler la difficulté qui peut être observée. Si dans un délai de 2 mois, le prestataire n'a pas réussi, n'a pas pu régler son problème et qu'il y a toujours un blocage, à ce moment-là, l'ISQ est tenu de prononcer une suspension de la certification. Et là, laisse à nouveau un nouveau délai de 2 mois, donc au total 4 mois, pour que le prestataire puisse traiter le problème. Et une nouvelle fois, si à l'issue de ce second délai de 2 mois, le prestataire n'a pas pu régler le problème, c'est très souvent un problème de NDA qui est devenu caduc, et bien là, l'ISQ est tenu de prononcer un retrait de la certification. Alors maintenant, que l'on vous suspende ou que l'on vous retire la certification, j'ai envie de dire, ça n'a aucun impact au regard de votre présence sur la liste, puisque c'est le ministère qui vous exclut de la liste le jour même. Donc, en fait, vous n'êtes plus sur la liste dès le premier jour où votre remontée d'informations, très souvent votre NDA, 95% des cas, est bloquée. Ah, et maintenant, on va faire un peu changer les rôles, et ce sera même un peu plus important, je pense encore aujourd'hui, on va tester. C'est moi qui vais questionner. En fait, Raphaël, ce qui est intéressant, c'est que tu as réalisé une deuxième cartographie de nos certifiés. On en avait fait une au mois de mars, et après tu as reproduit ça au mois le 17 mai. Alors, quel est ce panorama des certifiés au 17 mai? Ça fait déjà un mois. Alors, au 17 mai, donc il y a un mois exactement, nous avons constaté une augmentation du nombre de NDA actifs d'un nombre de 4 000, c'est-à-dire qu'on est de 111 000 à 115 000 à peu près, et d'un nombre de prestataires certifiés, pareil, de plus 4 000, et donc on est passé, donc on était à 33 000, à maintenant 37 000 prestataires certifiés, ce qui nous a valu une augmentation, pour parler en pourcentage, de 12% entre le mois de mars et le mois de mai 2022, ce qui porte au total du nombre de prestataires certifiés par rapport au nombre de NDA actifs de 32%. Donc, grosso modo, un tiers des prestataires ayant un NDA actif sont certifiés Calliope. Alors, pour compléter ce chiffre, rappelons-nous qu'il y a 2 ans, il n'y avait que 80 000 NDA actifs. Donc, on voit aussi la forte augmentation de création de NDA. Et on le voit ici, c'est proportionnel. En un mois, il y a eu près de 4 000 nouveaux NDA et 4 500 certifiés. Qu'en est-il après pour les certifiés entre mono et multicatégories? Alors, nous avons choisi de faire un petit panorama des différentes possibilités. Donc, le monocatégorie est vraiment très, très prépondérant par rapport aux autres. Pratiquement 31 000 des certifiés Calliope le sont pour uniquement une catégorie d'action. Et ensuite, ça diminue en fonction du nombre de catégories d'action. Et on voit que le full package de 4 catégories était tenu par 487 prestataires. Très bien. Alors, un petit travail avant les vacances, Raphaël. Il faudra que tu nous fasses une mise à jour à fin juin. Comme ça, lors du webinaire du mois de juillet, on pourra donner la cartographie du premier à la fin du premier semestre 2022 de tous nos certifiés français. Et on va compléter un petit peu cette cartographie. Alors, qu'en est-il sur la représentation régionale? Alors, représentation régionale, géographique. Alors, l'Île-de-France est en tête, avec pratiquement un tiers des certifiés Calliope situés en Île-de-France. Vient ensuite l'Auvergne-Rhône-Alpes, portée par la région lyonnaise. Et ensuite, d'autres régions, l'Occitanie, le PACA, la Nouvelle-Aquitaine. Et on descend, et on remarque que la Réunion, la Guadeloupe, nos DROM-TOM sont également porteurs d'organismes certifiés Calliope, ce qui est très intéressant. Et nous avons également une présence géographique de tous nos auditeurs sur tout le territoire français et également DROM-TOM. Exact, puisque je suis moi-même allé en Corse, ça c'était un petit avantage pour moi, avoir des amis à Ajaccio, et surtout on s'aperçoit que oui, l'ISQ est certifié quasiment, je pense, sur l'ensemble des régions, peut-être seulement à l'exclusion de Mayotte à ce jour, mais nous avons aussi des certifiés en Guyane. Un petit clin d'œil nos amis qui verront la rediff, parce que je pense qu'ils sont encore en train de dormir au petit-déj.
Alors, deuxième partie, audit de surveillance. Donc, c'est là où on inverse les rôles. Donc, en fait, on va laisser parler les jeunes. Donc, je vais juste me contenter de te poser des questions. Donc, audit de surveillance. En fait, à qui ça s'adresse ce webinaire plus particulièrement? Alors, eh bien, je dirais à tout le monde, du moins à ceux qui sont certifiés par l'ISQ. Donc, tous les prestataires qui ont déjà passé leur audit initial, qu'il soit complet ou aménagé. La suite du parcours, c'est l'audit de surveillance. Et donc, c'est pour tous ces organismes-là que nous avons décidé de faire ce webinaire. Exact, en sachant qu'il se peut que vous ayez fait en amont l'audit de surveillance, également des audits d'extension de sites et ou de catégories, et même si on verra tout à l'heure qu'il peut être intéressant de les faire en fait après l'audit de surveillance, mais soyons patients. Alors, est-ce que ça va être plus facile ou plus difficile de réaliser cet audit de surveillance? Alors, plus difficile, je ne sais pas, mais il y a des points de vigilance à prendre en compte. Premièrement, attention à ne pas être trop confiant, se dire je suis déjà certifié, donc je n'ai plus besoin de faire vivre ma certification Calliope, je peux me reposer dessus. Un deuxième point, c'est que certains indicateurs vont être audités pour la première fois, notamment pour les prestataires qui ont eu droit à un audit aménagé à l'audit initial, où bon nombre d'indicateurs ne sont pas vus lors de l'audit, le seront lors de votre audit de surveillance. Ensuite, après maintenant presque 2 ans et demi de Calliope, nous avons des auditeurs qui maîtrisent un peu mieux le référentiel, qui ont pris de la bouteille avec tous ces audits qu'ils ont dû réaliser, ils sont donc plus à même de comprendre les subtilités du guide. Également, les non prises en compte de l'évolution du fameux guide de lecture en V7, mars 2021. Donc, regardez bien que vous ayez cette version-là et que ce soit sur celle-là que vous travaillez actuellement, car c'est sur actuellement cette version-là que l'audit de surveillance soit réalisé, à moins d'une V8 d'ici les mois qui viennent. Également, un point vigilant dans lequel nous reviendrons un peu plus tard, c'est que les audits de surveillance, globalement, pour la plupart des organismes, seront plus courts que les audits initiaux. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faudra être plus préparé à cette durée raccourcie. Et également, comme vous le savez, la plupart des audits de surveillance seront menés en distanciel, donc prenez bien en compte tous les problématiques que peut avoir le distanciel. Est-ce que j'ai bien mes éléments de preuve digitalisés dans mon serveur, sur mon ordinateur? On voit encore bon nombre d'audits qui se passent comme ça, où on nous montre la preuve à travers la caméra. Donc, essayez d'être bien préparé, bien vigilant là-dessus. Alors, sur la modalité distancielle, peut-être sauf pour des auto-entrepreneurs ou des petites structures qui n'auraient pas de locaux dédiés, il est vrai que faire un audit à distance, c'est quand même le faire depuis ses locaux, même si l'auditeur est à distance, car il se peut que l'auditeur vous demande de présenter des documents auxquels vous n'ayez pas pensé, et il vous sera peut-être certainement impossible ou très difficile de récupérer ces éléments si vous le faites depuis votre domicile, alors qu'en étant au bureau, on peut toujours rapidement aller scanner un document. Je vous rappelle qu'un défaut de présentation d'éléments de preuve conduit généralement à une non-conformité majeure. Alors, audit d'extension avant ou après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons là un cas d'un organisme monosite avec un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 €, qui a eu donc un audit initial de 2 jours. On fait l'extension avant la surveillance, on a donc une extension de 2 jours et demi et l'audit de surveillance qui est donc de 2 jours, ce qui nous fait un total de 4 jours et demi. Alors que si nous prenons l'audit de surveillance avant l'audit d'extension, on remarque que l'audit de surveillance est plus court d'une demi-journée par rapport au premier cas de figure. C'est vrai, donc là, la conclusion, c'est que sur ce cas précis, il semble plus intéressant en termes de temps et aussi de meilleure gestion des coûts liés aux audits Calliope de faire son audit de surveillance avant l'audit d'extension. Ceci étant, si on peut vous inviter à quelque chose, c'est de nous prendre contact avec nos services afin qu'on puisse étudier avec vous, vous présenter les 2 cas de figure dans l'objectif que vous preniez une décision qui soit parfaitement éclairée, sauf à ce que, bien évidemment, il y a une urgence pour vous à obtenir une extension de catégorie. C'est souvent l'extension de catégorie qui est urgente, mais l'extension de site, elle peut être aussi urgente
dans le sens où si vous ne faites pas l'audit d'extension de site tout de suite, eh bien le nouveau site n'est pas sur votre certificat. Et si des financeurs publics devaient le constater, ils pourraient tout à fait envisager de vous refuser des prises en charge pour certains des sites non présents sur le certificat, puisqu'on vous rappelle qu'il est interdit d'en exclure dans votre périmètre de certification. Alors, comment programmer son audit de surveillance, Raphaël? Eh bien, quand programmer, eh bien, nous avons constaté à cause des deux différents timings que les certifiés de 4 ans et les certifiés de 3 ans allaient quelque peu se chevaucher au niveau de ce second semestre de l'année 2022. Et d'ailleurs, on le voit, nous, à l'ISQ en temps réel, avec nos plannings qui se remplissent petit à petit. Eh bien, nous constatons donc un bouchon, je dirais, sur le second semestre 2022 et qui tend d'ailleurs à se poursuivre sur le début du premier semestre 2023. Oui, on a déjà plus de presque 200 demandes d'audit sur le premier trimestre 2023. Donc ça, on va commencer à programmer tout ça. J'insiste aussi, hein, je complète ce que dit Raphaël. Très, très grosse demande. Donc le mois de juin est déjà une très grosse volumétrie. Juillet aussi. Mais septembre, octobre, novembre et décembre vont être très, très, très chargés. On ne peut que vous inviter à programmer l'audit dans les meilleurs délais, même si vous le programmez en fin d'année, l'important de le programmer, même s'il est réalisé d'ici quelques mois. Alors, quand le programmer, alors quel est justement ce fameux double timing? Alors, comme tu l'as dit, Marc, on a un double timing. Hein, pour les certifiés d'avant 2021, ils sont donc sur 4 ans et donc bénéficient d'une fenêtre plus large, je dirais, pour réaliser leur audit de surveillance. Ils ont entre le 14e et le 28e mois pour le faire, alors que les certifiés 2021 et plus tard ont seulement 3 ans de Calliope et ont donc une fenêtre plus réduite entre le 14e et le 22e mois. Alors, la tendance que l'on constate quand même, c'est que les prestataires ont une propension aujourd'hui naturelle à essayer de décaler la mise en œuvre de l'audit de surveillance le plus tard possible par rapport à cette fenêtre de tir, et on va voir que ce n'est peut-être pas forcément une si bonne idée. Alors c'est vrai que là, il y a toute l'attitude pour repousser. Ce ne sera pas le cas pour l'audit de renouvellement, bien évidemment. Alors en fait, j'ai gardé la main sur ces deux slides. Simplement ici, c'est quand programmer, eh bien, pour les certifiés qui bénéficient de 4 ans de certification en 2019 et surtout 2020, il est vrai que quand bien même vous repoussiez jusqu'à l'ultime limite la mise en œuvre de l'audit de surveillance sur le 28e mois, vous aurez potentiellement 17 mois tranquilles entre la fin de l'audit de surveillance et la programmation de l'audit de renouvellement. Par contre, pour ceux qui ont 3 ans, donc ce sont tous les certifiés 2021 et puis ceux qui vont être certifiés maintenant, puisque ça va continuer à exister demain, si vous repoussez au maximum l'audit de surveillance, vous risquez en fait de devoir réaliser 2 audits en un an. Donc, je pense qu'il est vraiment important de bien réfléchir à la programmation et à mon sens de ne pas attendre la dernière minute. Il est peut-être plus intéressant d'avoir un audit par an que d'avoir 2 audits en une année. Mais bon, après, libre à vous de décider ce que vous pourriez faire par rapport à cette problématique. Alors, maintenant, Raphaël, qui va prendre contact avec les certifiés côté ISQ? Alors, nous avons donc une proactivité de l'ISQ. Alors, nous allons encore revenir sur ces deux timings. Pour les certifiés 4 ans, l'ISQ prend contact dès le 16e mois de certification. Et je dis bien le mois de certification et non le mois de l'audit. Et pour les certifiés 3 ans, c'est à partir du 11e mois, donc quasiment un an après avoir été certifié. On vous rappelle déjà pour planifier cet audit de surveillance. Et comment ça se passe? Alors, ça se fait à travers de l'envoi d'un mail. Hein. On demande de remplir certaines informations dans ce mail-là. Et donc, si vous ne répondez pas à ce mail, il y a des relances mensuelles afin de vous inviter à répondre à ce formulaire au plus vite afin de planifier au plus vite l'audit de surveillance. Car comme l'a dit Marc, plus tôt la date
est calé, mieux c'est pour tout le monde, je dirais. Ouais. Donc, en gros, un mail envoyé un mois après sans réponse, un deuxième mail sans réponse pendant encore un mois, on vous envoie un nouveau mail et après, soit on lâche les chiens, ou on vous appelle. L'une ou l'autre des solutions. Mais en tous les cas, nous sommes là pour vous prévenir. C'est une de nos obligations, bien évidemment, au-delà d'une qualité de service, c'est l'obligation qui nous est faite de nous assurer que vous avez passé l'audit de surveillance dans le bon timing. Voilà, et donc vous avez également la possibilité de devancer l'appel si vous le souhaitez, de ne pas attendre ce 16e ou ce 11e mois pour venir vers nous, transmettre les informations et ainsi avoir la date le plus tôt possible. Alors, le process, qu'en est-il? Alors, le process, donc, comme je disais, le mail va être accompagné d'un petit questionnaire qu'on verra plus tard pour récapituler les changements qu'il y a eu depuis l'audit initial. Ensuite, ces changements seront analysés par l'ISQ, puis plus tard par l'auditeur afin d'établir un plan d'audit représentatif au mieux de la situation qui vous sera transmis entre 1 mois et 15 jours avant l'audit de surveillance et ensuite audit de surveillance. Exactement, on parle ici d'analyse de risque, l'idée étant de voir quels pourraient être les changements majeurs que vous auriez mis en place ou que vous auriez pu éventuellement subir et dans quelle mesure ces changements majeurs pourraient avoir un impact potentiel sur votre capacité à maintenir votre certification. C'est de cette analyse de risque que le certificateur, ISQ et les autres d'ailleurs, peut décider de rallonger la durée et ou de vous imposer une modalité présentielle plus que distancielle. Alors justement, les modalités. Alors les modalités, donc ce sont les textes de loi, nous n'inventons rien. Les textes de loi nous disent que si l'audit initial s'est réalisé en présentiel, nous avons la possibilité de le faire à distance. Mais il y a également la possibilité de le réaliser en présentiel si vous le souhaitez, si vous, pour des raisons pratiques, vous ne sentez pas à l'aise avec le distanciel ou si vous préférez la chaleur humaine, je dirais, et le faire dans vos locaux. Vous avez la possibilité de demander à l'ISQ de réaliser l'audit de surveillance en présentiel. Malheureusement, l'inverse n'est pas possible. Si vous avez fait votre audit initial à distance, je pense notamment lors du premier confinement où certains organismes ont pu bénéficier d'un audit à distance initial, l'audit de surveillance, ce sera obligatoirement en présentiel. Tout est dit. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître la durée de l'audit de surveillance? Alors, la durée de l'audit, elle est donc dans le devis que vous a transmis l'ISQ lorsque vous avez fait la demande et elle se retrouve également donc, dans votre contrat que nous avons convenu chacun. Et nous rappelons également que lors de cet audit de surveillance, nous ne pouvons pas prendre en compte les nouveaux BPF des nouvelles années. Donc, si vous avez demandé KLOP en 2019, je dirais même sur un BPF de 2018 par exemple, même sur l'année 2022, on prendra le BPF de 2018 pour la durée. On ne peut pas la changer, même si ça a augmenté, même si ça a baissé, on est pieds et poings liés, on est obligé de garder le BPF de la demande initiale. Oui, en fait, un périmètre constant, en fait, ça c'est dans le question-réponse. Raphaël a tout à fait raison. Nous n'avons pas à demander au prestataire un nouveau BPF pour ajuster la durée de l'audit. On peut demander en tant qu'auditeur, c'est ce que je fais, le dernier BPF, vous venez de le réaliser, pour avoir une mise à jour du nombre de bénéficiaires et d'autres informations statistiques. Par contre, une augmentation de votre chiffre d'affaires ne vous pénalisera pas avec un allongement de la durée, pas plus qu'une diminution même significative de votre chiffre d'affaires ne vous permettra pas de prétendre à une durée plus courte. Voilà, donc ça c'est un périmètre constant, bien évidemment. En sachant que pour les multisites, on va auditer qui et combien de sites, Raphaël? Alors, pour les multisites, cette fois, on n'applique pas la règle de la racine carrée comme à l'audit initial. On y a audité un seul site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial. Alors, il peut y avoir des cas particuliers, notamment des sites où il n'y a aucune activité de formation ou des sites où il n'y a pas toutes les catégories d'action. Dans certains cas, on pourra être amené à aller voir des sites qui ont déjà été audités, mais bien sûr, ce sera bien préparé en amont avec l'ISQ dans ce cas-là. En fait, si un certificateur déroge à la règle, à savoir ici aller auditer un site qui n'a pas été audité,
On peut déroger à la règle, par contre, nous devons être en capacité de le démontrer et d'expliquer au COFRAC lors de nos contrôles pour quelles raisons nous avons dérogé à la règle. Donc c'est pour ça que, quand bien même on puisse prendre une décision suite à un appel téléphonique, il y aura toujours une confirmation écrite, car nous avons nous aussi besoin d'éléments de preuve. Alors, et si le périmètre est modifié, est-ce que la durée va s'en trouver, elle aussi, modifiée? Alors, potentiellement, comme on l'a vu dans le cas un peu plus tôt, dans ce cas-là, lors d'une extension, l'ISQ réalise un avenant qui, justement, va prendre en compte cette modification de durée, et donc la nouvelle durée sera inscrite dans cet avenant. En sachant que c'est l'extension de catégorie qui a un vrai impact sur la durée et non pas tant l'extension de site. Et alors, qui va nous auditer, Raphaël? Alors, le souhait de l'ISQ est de faire en sorte que l'auditeur de l'audit de surveillance soit le même que celui qui a été à l'audit initial. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a certaines barrières, si je puis dire, à cette volonté. Premièrement, des auditeurs qui sont partis à la retraite depuis le début de l'activité. Les bienheureux. Exactement. Par exemple, des audits initiaux qui ont été réalisés à distance, mais sans prendre en compte la région du prestataire. Un auditeur basé à Marseille a réalisé un audit à distance d'un prestataire lillois. Si vous souhaitez avoir cet auditeur marseillais, vous pouvez nous le demander, mais il faudra donc financer ces frais de déplacement. Nous pouvons également, de notre côté, l'ISQ décider d'affecter un auditeur particulier suite à une analyse de risque ou une autre raison. Et également en fonction de la disponibilité des auditeurs. Malheureusement, ils ne seront peut-être pas disponibles aux dates où vous souhaitez réaliser votre audit. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va nous demander en amont, justement, pour nourrir cette analyse de risque? Et donc, ce fameux questionnaire dont je vous parlais un peu plus tôt va traiter des 6 points suivants, donc des points juridiques, vos évolutions juridiques, les évolutions organisationnelles. Est-ce que vous faites appel à la sous-traitance depuis le début de l'année, alors que ce n'était pas le cas avant, ce qui nous ouvre donc des nouveaux indicateurs? Est-ce que vous avez eu des changements matériels, des nouveaux locaux, un nouveau plateau technique? Est-ce que les évolutions des ressources humaines, est-ce que vous avez embauché du personnel, perdu du personnel? Niveau commercial également, évolution du chiffre d'affaires. Est-ce que vous faites des titres RNCP alors que vous n'en faisiez pas avant? Et donc là également, il y a des nouveaux indicateurs qui vont venir s'ajouter à cet audit. Et donc, ce sont des points particuliers à prendre en compte pour adapter au mieux l'audit de surveillance. Parfait. Alors, quels sont les objectifs au final de cet audit de surveillance? Alors, l'objectif majeur, je dirais, c'est de vérifier que la certification Calliope est toujours bien en place, que le référentiel est toujours appliqué et que ses exigences le sont également. Au niveau des multisites, on prendra bien soin de vérifier que la fonction centrale est toujours en capacité de réaliser ses missions. Pour les cas pour les organismes qui ont eu des non-conformités aux audits initiaux, des non-conformités mineures ou majeures, l'auditeur prendra le temps donc, de vérifier les plans d'action que vous avez transmis quand il a fallu répondre à ces non-conformités, vérifier que vous avez bien mis en place ce que vous avez dit que vous alliez mettre en place. Et voilà. Très bien, très bien. Alors, l'impact de la durée, alors ça, je vais garder pour moi, Raphaël. Je ne partage pas cette fois-ci. Combien même Raphaël, bien évidemment, assure aussi des audits. Il n'a pas que cette chargée de mission qualité, mais il assure aussi des audits de surveillance. Concrètement, on va avoir de très, très nombreux audits qui vont se dérouler sur une demi-journée et la plupart seront bien sûr à distance. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que pour un organisme qui a un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros, quand bien même il soit certifié sur les 3 premières catégories, formation, VAE, bilan de compétences, potentiellement, nous pouvons donc avoir à auditer 74 indicateurs et donc ça représente 2 minutes 30 par indicateur. La DGEFP nous a invités à rajouter de la durée, mais sans mettre de règles. Donc forcément, il n'y a aucun certificateur qui va augmenter la durée des audits, ne serait-ce que pour une question de bon sens commercial. Par contre, ça veut dire quoi l'impact de la durée? Ça veut dire que vous devez être préparé à savoir
que présenter comme document de preuve potentiel à l'auditeur, parce qu'on n'aura pas le temps d'avoir un échange très long, oral, et on va vraiment aller rapidement voir des éléments de preuve. Il faut savoir où ils sont et il faut aussi avoir cette gymnastique. Donc, c'est important de se préparer. Regardons peut-être une nouvelle fois quels sont les éléments de preuve indiqués à titre d'exemple dans le guide de lecture. Ça peut peut-être vous aider, mais la préparation, c'est vraiment, tiens, indicateur 1, voilà ce qu'il va me demander, voilà ce qu'il faudrait que je puisse présenter. Sur l'indicateur 4, qu'est-ce que je pourrais présenter? Donc, il faut déjà avoir conscience des éléments de preuve qui vont potentiellement vous être demandés et savoir où ils sont. C'est ça l'impact de la durée, en sachant une nouvelle fois qu'on n'aura pas le temps de vous laisser aller chercher pendant une demi-heure un dossier. C'est vraiment du tac au tac. Alors, au final, qu'est-ce qui va être audité si on fait une petite synthèse de ce qui va se passer sur ces demi-journées ou plus? Alors, eh bien, ça sera vraiment du cas par cas, en fonction que vous avez eu des non-conformités à l'audit initial ou pas. Si vous étiez nouvel entrant, eh bien, pareil, il y aura des nouveautés. Donc, c'est vraiment, je dirais, au cas par cas. Il n'y aura pas deux audits de surveillance qui se ressemblent. Également, les évolutions qu'il y a eu, comme on l'a dit, les nouveaux indicateurs, les certifiants qui n'étaient pas le cas avant. Donc, vraiment, un audit au cas par cas. Mais comme l'a dit Marc, tous les indicateurs seront audités, donc qui apparaîtront sur le plan d'audit qui vous sera transmis par l'auditeur 15 jours, 3 semaines avant le début de l'audit. Donc, vous en saurez plus à ce moment-là. Et alors, les non-conformités, si on devait avoir des non-conformités lors de l'audit de surveillance, que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il? Eh bien, même chose qu'à l'audit initial, à une petite différence près. Une non-conformité mineure qui a été constatée à l'audit initial. Si au moment de l'audit de surveillance, l'auditeur revient et constate que la non-conformité est toujours là, vous avez dit que vous allez faire un plan d'action, le jour de l'audit, il constate que ce n'est pas en place et que la non-conformité est toujours là, et bien cette non-conformité mineure initialement deviendra par la suite majeure. D'accord, donc là aussi, ce sont les textes qui nous précisent ceci. On est obligé de majorer en fait une non-conformité mineure pour laquelle vous n'avez pas respecté en quelque sorte votre engagement de mettre en place le plan d'action correctif sur lequel vous étiez pour autant positionné et engagé. Alors, et puis lors de l'audit, on va aussi auditer le logo, Raphaël. Exactement, le logo Calliope, car les organismes certificateurs s'assurent tout au long du cycle du respect de l'usage de la marque par ses certifiés. Donc, nous sommes tenus de vérifier que vous utilisez le logo Calliope convenablement, conformément à la charte d'usage de la marque de garantie Calliope, que l'on vous transmet une fois que vous êtes certifié et qui nous a été transmis à nous par la DGEFP. On se sert donc de ce support-là pour vérifier que vous utilisez conformément la marque Calliope. On le fait à travers de deux moyens, soit des vérifications aléatoires sur vos sites Internet, car c'est le seul support que nous, on peut vérifier de loin, mais il sera toujours vérifié lors de l'audit de surveillance par l'auditeur, qui regardera différents supports que nous n'avons pas accès ici depuis nos bureaux. Très bien, alors, c'est quel logo, qu'est-ce qu'il faut avec? Alors, il faut le logo avec la République française, le bandeau Marianne plus République française, logo en vigueur depuis le 7 décembre 2020. L'ancien logo à gauche, qui est donc majoritairement utilisé par des prestataires qui ont été certifiés avant 2021, celui-là n'est plus bon, il faut le remplacer par celui de droite. Mais le logo seul ne suffit pas. Le logo doit préciser pour quelle catégorie d'action vous avez été certifié. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des certifiés pour une catégorie, deux catégories, quatre catégories. Eh bien, il faut préciser la certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes et vous devez lister pour quelle catégorie d'action vous êtes certifié. Très bien. Et que faut-il savoir de plus sur ce logo? Donc, sur ce logo, il est important de l'utiliser sur un cartouche blanc, comme on le voit là sur le fond noir. Et la phrase « La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions », la phrase obligatoire doit apparaître à proximité du logo. Mais là, il n'y a pas d'obligation. Ça peut être en dessous, au-dessus, à gauche, à droite, en police grasse, italique. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. La seule obligation est que la mention doit être de taille équivalente ou légèrement plus petite que processus certifié. C'est presque mathématique tout ça. Et alors, au final, que peut-on faire et ne pas faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le logo Calliope
comme j'ai dit, avec les catégories d'action, sur les sites internet, en page d'accueil ou en pied de page, ou notamment dans les onglets dédiés, par exemple, qui sommes-nous, notre démarche qualité. Là, vous pouvez utiliser le logo Calliope. Sur un catalogue de formation en première page qui reprend toute l'activité, toutes les formations que vous faites, vous pouvez l'utiliser. Nous parlons également des cas de diaporama pour, excusez-moi, pour les appels d'offres. Vous avez le droit de mettre une petite slide pour dire nous sommes certifiés Calliope pour telle catégorie d'action. Sur des affiches ou brochures qui mettent en avant l'organisme et son fonctionnement. Et sur les signatures de mail et cartes de visite. Donc, même si les signatures de mail, c'est petit, ça dépasse un peu, il faut utiliser la phrase, c'est une obligation. Et les interdictions, donc pas le droit d'apposer le logo sur les plaquettes de formation. Ce que nous appelons une plaquette de formation, c'est où il y a le programme, par exemple. J'ai ma plaquette de formation, prendre la parole en public, prérequis, durée, prix. Là, il y a un logo Calliope. C'est pas bon, vous n'avez pas le droit de mettre le logo Calliope là-dessus. Et donc, par extension, tous les documents liés à une formation en particulier, le devis pour la formation prendre la parole en public le 14 juin, s'il y a un logo Calliope, c'est pas bon. Également pour la convocation, le contrat, la feuille de présence, l'attestation, la facture et notamment le papier en tête, car même si au moment où il est vide, il n'y a pas de souci sur le papier, mais une fois qu'il sera rempli, si vous le remplissez avec quelque chose qui est en lien avec une action de formation, notamment une convocation, et là, le papier devient plus bon. Et donc, c'est important d'avoir ce contrôle de la diffusion. En fait, tout ça pour dire que si on devait la faire courte, le logo, en fait, doit être associé à l'organisme en général et pas sur des actions particulières. C'est le NDA qui est, entre guillemets, certifié. Ce ne sont pas vos formations. Vos formations ne sont pas certifiées. C'est l'organisme qui est certifié. Donc ça, c'est important. Après, que se passe-t-il si, en fait, on devait constater une utilisation erronée en tous les cas pas dans les règles de l'art. L'ISQ va devoir vous notifier une non-conformité. Si ce n'est pas dans le cadre d'un audit de surveillance, on est censé vous mettre en demeure de mettre en place des actions correctives sous un délai de 30 jours. Et si vous ne deviez pas vous exécuter, les textes sont très durs pour l'utilisation du logo. C'est un avis très personnel, mais nous serions censés prononcer votre suspension de certification pour une utilisation erronée du logo. Bon, maintenant, vous connaissez la peine potentielle, donc on ne peut que vous inviter à vous assurer que l'utilisation est conforme. Voilà, donc là, on en a terminé. On va peut-être arrêter le partage. Tiens, ça va être sympathique. Benjamin, es-tu avec nous? Benjamin. Eh oui, je suis là. Oui. Donc, cette fois-ci, tu as enlevé le bonnet et les moufles et tu es avec les tongs, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, merci d'être avec nous pendant tes congés. Alors, qu'a-t-on sur notre chat en question peut-être? Alors, on va le refaire dans le sens chronologique. Je vais revenir sur le transfert de certificat. Yeah. Une première question qui concerne le transfert de certificat, c'est sur la vente d'un organisme. On nous demande, en fait, peut-on vendre son OF avec son certificat Calliope ou le racheteur doit-il repasser une certification Calliope? Impossible à répondre comme ça, tout dépend en fait de ce qui va se passer. Ce qu'il faut savoir en règle générale, c'est que dans le cadre d'un rachat, si le numéro sirène est amené à être modifié, donc ça va être fusion, absorption, je ne sais pas. C'est vraiment du cas par cas, mais très souvent dans le cadre d'un rachat, on a pu constater pour les cas que nous avons eu à traiter qu'il fallait repartir à zéro parce qu'en fait, ils repartaient sur la création d'une nouvelle structure, généralement une holding qui rachète quelque chose. Donc, à voir, c'est au cas par cas et il faudrait inviter la personne à nous solliciter pour qu'on puisse échanger avec elle et ou lui sur les conditions particulières de cession de l'entreprise. Très bien, merci Marc. Une autre question sur le transfert de certificat qui concerne un peu plus Certif 21, du coup. On nous demande, par curiosité, quelle raison en fait, a poussé Certif 21 à cesser son activité? Est-ce que c'est des anomalies qui ont été constatées par le COFRAC ou est-ce que c'est de leur propre fait?
En fait, je ne sais pas s'ils ont cessé leur activité. Ce que je sais, c'est que pour les certifiés qui nous ont contactés, ils ont beaucoup de difficultés, voire même impossibilité à les contacter. Certif 21, en fait, s'est vu retirer l'accréditation du COFRAC. C'est tout ce que nous savons. D'accord, très bien. Donc, Et tu as ils plus étaient d'informations. mono-activités, ils étaient uniquement sur Calliope. Très bien, merci Marc. Ok, je passe sur quelques questions sur les slides présentant le nombre de certifiés à jour. Alors, une première question sur l'augmentation du nombre de MDA. Et en fait, qu'est-ce qui explique justement cette augmentation du nombre de MDA? Alors, sincèrement, on aurait un peu de mal à répondre. Il y a un élément certainement qui a concouru à ça, c'est que d'une part, il y a quand même beaucoup de personnes qui se lancent dans la formation et il y a aussi beaucoup de personnes qui, en fait, ont dépassé le seuil du formateur occasionnel, hein, je crois que c'est 60 jours par an, donc qui sont tenus d'avoir un NBA. C'est ce qui peut expliquer potentiellement cet élément-là. Puis il y a aussi le basculement de tous les CFA qui avaient obligation, hein, de passer Calliope. Entre Très autres bien, merci explications au Marc. pluriel. Ok. Alors, toujours sur le NDA, plusieurs questions qui sont revenues plusieurs fois. Les formateurs intervenants indépendants doivent-ils avoir un NDA? Ça fait référence à une notion, alors c'est hors Calliope, hein, tout ça bien sûr, mais ça fait référence au formateur occasionnel. Dès lors que vous assurez plus de 60 jours de formation par an de mémoire, enfin, comme je retrouve les textes peut-être pour la prochaine fois et mettre ça dans l'actualité, même si ce n'est pas quelque chose d'actualité, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais je crois que c'est une question de seuil. Donc au-delà de 60 jours, il faut avoir un MBA, oui, au-delà, en dessous, non. Très bien, merci Marc. Ok. Je passe plus spécifiquement sur des questions qui concernent l'audit de surveillance et je commence par une question sur l'audit d'extension, logiquement. On nous demande en fait qui est concerné par l'audit d'extension. En fait, vous avez deux natures d'extension. Vous avez l'extension de catégorie. Aujourd'hui, on a de très nombreuses demandes d'organismes qui, jusqu'à hier, accueillaient des contrats pro, par exemple, qui ont décidé de se lancer dans l'apprentissage. Et on sait aujourd'hui, hein, que les contrats par apprentissage, c'est ce qui est en train de remporter la palme, hein, par rapport aux contrats pro. Donc, vous allez avoir ça, essentiellement côté apprentissage. Et puis après, vous allez aussi avoir des extensions de sites, puisque les textes précisent qu'on ne peut pas exclure de son champ, de son périmètre, un site. Donc, si on veut que les sites apparaissent bien sur le certificat, il faut déclarer les sites. Il y a donc un audit d'extension qui est proposé. La DGEFP a répondu qu'il fallait le calculer sur une base d'une demi-journée, a priori. Très bien, merci Marc. Alors, j'ai plusieurs questions aussi sur le plan d'audit et la temporalité en fait, du plan d'audit. Quand est-ce qu'est envoyé le plan d'audit avant l'audit et est-ce qu'il peut même être envoyé au mois d'août, nous demande-t-on. En fait, si on regarde, alors ça, je parle uniquement pour les certifiés ISQ, hein, je n'irai pas commenter ce que peuvent faire nos confrères, ne sachant pas forcément comment les 33 autres, les 32 autres travaillent. Ce que l'on essaye de faire à l'ISQ, c'est d'adresser la lettre de mission à l'auditeur, en fait, un mois avant la date de l'audit, pour qu'il puisse envoyer le plan d'audit 8 à 15 jours avant, en fait, la date d'audit. Maintenant, la transmission de la lettre de mission à l'auditeur est conditionnée au règlement financier de l'audit. Donc, j'ai moi-même ce matin relancé un prestataire que je suis censé auditer le 4 juillet. Bien, pour l'instant, on ne peut pas lui envoyer le plan d'audit, bien évidemment. Donc, c'est à peu près ce temps-là. Après, sur le plan d'audit, j'ai envie de dire que, bien sûr, que c'est important de l'avoir. Pour autant, en fait, tous nos interlocuteurs, hein, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ont capacité à réaliser le plan d'audit d'eux-mêmes, puisqu'en fait, c'est un audit complet qui porte sur l'ensemble des indicateurs qui leur sont applicables, en sachant qu'il y a un temps dévolu pour le contrôle des plans d'action s'il y a eu des non-conformités, mais ça, les prestataires le savent, puisqu'ils ont produit des plans d'action après l'outil initial. Et on sait aussi qu'on va aller observer la bonne utilisation du logo, voire la fonction centrale pour les multisites. Donc voilà, donc en gros, vous connaissez le contenu, mais la règle est 8 à 15 jours avant, si tant est que la prestation soit payée.
Pardon, vous m'entendez? Oui, fort et clair, comme disent les Ok, transmetteurs. pardon. Ok, merci pour cette réponse, Marc. Alors, on nous demande également sur l'audit de surveillance si il existe des organismes ou des prestataires qui peuvent, au même titre en fait que sur l'audit initial, euh, aider à la préparation de l'audit de surveillance. Bien sûr, un certificateur n'a pas le droit. La seule chose qu'on avait là, déjà, on n'a pas le droit de conseiller ou de préparer ou d'accompagner. La seule chose que l'on pouvait faire avant l'audit initial, c'était des audits blancs ou des pré-audits. Malheureusement, la norme nous interdit de le faire une fois que le prestataire est certifié. Mais, soyez patients. Peut-être qu'à partir de septembre, ce serait notre histoire avec l'ISQ. Donc, soyez patients et suivez notre actualité pendant l'été. Merci, Marc. Alors, on nous demande également comment se passe la vérification de la fonction centrale pour un multisite sur un audit de surveillance en quelques mots. En quelques mots, un, deux, trois. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que déjà, la fonction centrale, ce n'est pas une entité géographique. Donc, lorsque l'on dit qu'on va auditer la fonction centrale, on ne va pas aller auditer physiquement la fonction centrale. La fonction centrale, elle est sur tous les sites. Donc, que ce soit fait en présentiel ou à distance, on peut auditer la fonction centrale qui doit démontrer, eh bien, en fait, ce que précisent les textes de loi. Donc, c'est la surveillance qu'elle effectue auprès des sites, son autorité à mettre en œuvre des changements, et ça pour reprendre les textes que je ne les ai pas par cœur. Mais en fait, on va auditer et voir surtout le contrôle qu'elle met en œuvre auprès des sites. Donc, mais je crois qu'il y a souvent eu une confusion, c'est que beaucoup pensaient que la fonction centrale était quelque chose de géographique. Non, la fonction centrale est une entité au service des multisites, donc qui sera auditée indépendamment de la notion géographique. Très bien. Merci, Marc. Je vais aller sur des questions qui sont un peu plus spécifiques à l'utilisation du logo Calliope, parce qu'on en a pas mal. Alors, je vais aller les piocher dans le chat. Alors, des questions très spécifiques, Raphaël. Super. Alors, on nous demande si le texte à mettre à côté du logo Calliope peut-il être positionné justement à côté au lieu de en dessous. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre au-dessus, en dessous, à droite. Donc, ça reste à proximité de l'environnement du logo, je dirais. Que si on voit le logo et en un coup d'œil, on retrouve la phrase, il n'y a pas de souci. Et à gauche, on peut. À gauche, on peut. Ça marche. À gauche, on peut. À droite, on peut. Pas de... Super. OK. On nous demande si on peut ne pas utiliser le logo et simplement mettre la mention certifié Calliope. Alors oui, vous pouvez. Là, les obligations qu'on a citées, c'est lorsque vous utilisez le logo, lorsque vous le faites apparaître, mais vous n'êtes pas obligé de le faire apparaître et vous pouvez juste mettre la petite mention qui ressort moins à l'œil, évidemment, mais là-dessus, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez le mettre dans un organisme certifié Calliope. C'est le parti pris de certains organismes qui ne souhaitaient pas s'embêter avec les contraintes imposées par la charte graphique. Très bien. Une petite dernière sur les logos. Alors, le cas d'un organisme qui, par erreur, avait intégré en fait le logo Calliope sur un papier en tête et des fiches de formation, mais qui sont en conformité aujourd'hui. Est-ce qu'il peut y avoir des courriers à en-tête avec les logos lors de l'audit de surveillance et avant que ce soit mis à jour? Est-ce que ce sera pris pour une non-conformité ou pas? Alors, sinon, si vous apportez la preuve d'avoir réalisé les actions pour vous mettre en conformité, il n'y aura pas de souci là-dessus. Si on fait un courrier de 2020 avec un logo et en 2022, un nouveau courrier, il n'y a pas le logo, et c'est que vous avez mis en œuvre les actions pour réparer l'anomalie. Très bien. Une petite dernière sur l'utilisation du logo Calliope. Alors, on nous demande si est-ce qu'on peut mettre le logo certifié Calliope partout, même pour une seule formation? C'est-à-dire C'est une bonne question. Je pense que pour cette question-là, il faudra revenir en fait sur les slides que Raphaël a présentés, où est précisé justement les supports sur lesquels vous pouvez utiliser le logo Calliope. Oui. Ah, on me précise, pas le logo, juste la phrase. Partout. Oui, il n'y a pas de... La phrase seule, c'est partout.
D'accord, voilà. Comme on veut, comme on veut, en gros, en gras, comme vous voulez. Très bien. Alors, j'ai beaucoup de questions très spécifiques à des OF, des CFA en particulier. Euh, alors, pour l'édition du webinaire, on reste quand même sur des questions assez génériques qui peuvent apporter des réponses à tous. Donc, je vous invite à formuler vos questions par mail, si vous souhaitez, à l'adresse info@isqualification.com. Ensuite, concernant on me demande toujours le support de webinaire. Donc, le support et la rediffusion du webinaire seront disponibles exceptionnellement cette fois-ci la semaine prochaine. Je suis en vacances. Donc, disons, allez, on va être réaliste, on va dire à partir de, je pense que mercredi 22, ce sera dans vos boîtes mail. Vous retrouverez également, donc, sachez également que sur notre chaîne YouTube ISQ, vous retrouvez l'ensemble, l'intégralité des rediffusions de nos webinaires et notamment les 5 éditions, dont celle-ci, donc à partir du 22, qui traite de l'audit de surveillance. Ensuite, on me pose également la question du webinaire du 6 juillet sur le RGPD. Alors oui, les invitations sont parties. Si vous ne faites pas partie de la liste, en fait, vous retrouverez également un lien d'inscription qui sera posté dans les jours qui viennent, je pense, sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller visiter de temps en temps notre page LinkedIn, Facebook ou Twitter. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Benjamin, moi j'ai une question, c'est que le mail qui va partir auprès de chaque participant, les invitant à poser leurs questions RGPD, va partir quand celui-ci? Alors, celui-ci, normalement, il va partir, en fait, Zoom, donc la plateforme qu'on utilise pour nos webinaires, va vous envoyer un mail de remerciement à l'issue de cette édition qui devrait partir, je pense, dans l'après-midi ou peut-être demain. Et dans ce mail, en fait, vous sera indiqué un lien dans lequel on vous pose une question, en fait, justement, sur le RGPD, à savoir quelle question vous auriez sur cette thématique. Et vous serez invité à y répondre directement via ce lien. Super, parfait. Voilà. Et je répète, donc on me redemande l'adresse mail pour poser nos questions, c'est info@isqualification.com. Mais sinon, accessible depuis le site internet. Hein. Exactement, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Et sachez également que sur notre site internet, la page Calliope, vous avez à disposition une foire aux questions qui traite notamment de l'audit de surveillance. Super. Ben, merci Benjamin, ça c'est pour le vacancier et les tongs, c'est tant est qu'ils mettent des tongs. Merci à toutes nos auditrices et auditeurs et on aura plaisir à vous retrouver le 6 juillet pour le dernier webinaire puisqu'il y aura une pause au mois d'août et on reprendra ensuite au mois de septembre. Très belle continuation, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.